Il est 19 h, vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 mars 2012. Bonsoir à toutes et à tous. Émotion, fierté pour certains, déception pour d'autres. Le Conseil constitutionnel était aujourd'hui l'épicentre de la campagne présidentielle. On connaîtra lundi la grille de départ définitive du scrutin à venir. Il devrait être 10 à concourir. François Hollande à Strasbourg, Nicolas Sarkozy à Meaux et Jean-Luc Mélenchon qui se prépare à envahir la Bastille. Dernier week-end médiatique avant les nouvelles règles du jeu. Dès mardi, en effet, ce sera l'égalité stricte et parfaite des temps de parole entre les candidats. C'est une nouvelle campagne qui va commencer. Et l'Europe qui s'invite au Sénat. 16 délégations des Sénats d'Europe étaient invitées aujourd'hui au Palais du Luxembourg. Au menu, la crise et un certain regard sur la présidentielle française. Reportage dans ce journal. Mais d'abord, ces images, le rapatriement ce matin des dépouilles des 28 personnes, dont 22 enfants, victimes il y a peu de l'accident d'autocar en Suisse. En Belgique, les drapeaux étaient en berne. Une minute de silence a été observée dans tout le pays. Un moment de recueillement partagé par tous les Belges. Le pronostic vital de 3 enfants hospitalisés reste ce soir toujours engagé. C'est un week-end très studieux qui s'annonce au Conseil constitutionnel. C'est lundi en effet, lundi après-midi, après d'ultimes vérifications et contrôles, que Jean-Louis Debré devrait annoncer très officiellement la liste définitive des candidats retenus pour la course à la présidentielle. Ce soir, 1 heure après la clôture des dépôts des parrainages, le suspense reste entier pour quelques-uns. Aucune surprise en revanche pour les autres. Alexandra Colino. Pour certains, c'était une simple formalité. C'est entre 4000 et 5000 parrainages qui sont parvenus, je dirais presque naturellement, au Conseil constitutionnel. Hier après-midi, c'est 4500, mais je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, c'était un soulagement. Philippe Poutou a son papier en poche. Ce matin, il a déposé ses 61 derniers parrainages, récoltés un à un. Mais le rôle du candidat reste difficile à assumer. Ça fait bizarre. J'ai connu mieux. Mais heureux quand même, hein. Pour Corinne Lepage et Dominique de Villepin, le miracle républicain n'a pas eu lieu. Ils sont donc 10 au total à être sur la ligne de départ. Après d'ultimes vérifications pendant le week-end, Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, annoncera lundi la liste définitive des candidats. La campagne officielle sera alors lancée. Alors, dès l'annonce définitive de la liste des candidats lundi, on entrera dans la campagne officielle avec, je vous le disais, une égalité stricte des temps de parole et pour les candidats sur les médias audiovisuels. Alors, en attendant ces nouvelles règles du jeu, chacun des prétendants ont sans doute mis les bouchées doubles pour occuper l'espace médiatique. Ce matin, François Hollande, en visite à Strasbourg, a proposé des exonérations de charges pour les entreprises embauchant des jeunes de banlieue. De son côté, Nicolas Sarkozy était en déplacement à Meaux, en Seine-et-Marne, près de Paris, dont le maire Jean-François Copé ferraillait hier soir avec le candidat socialiste. Thomas Raguet a suivi ce déplacement avec Guillaume Hulman. Alors on va à gauche. Nicolas Sarkozy sur les terres de Jean-François Copé. Après son débat d'hier, jugé réussi par la majorité face à François Hollande, le maire de Meaux était aujourd'hui l'objet de toutes les attentions de la part du président candidat. C'est l'occasion de venir à Meaux avec Jean-François Copé, lui dire d'ailleurs toutes mes félicitations pour la façon dont il a débattu hier. Je me sens aidé, soutenu et relayé. Jean-François Copé savoure. Cette journée vient clore une semaine fructueuse pour la majorité, marquée par un premier croisement des courbes des deux principaux candidats au premier tour. À Meaux, Nicolas Sarkozy est venu parler rénovation urbaine et s'offre une petite déambulation dans le tout nouveau quartier Beauval. L'accueil est plutôt bon. Il faut gagner. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Pas le choix. Hein. Merci. Très heureux de vous saluer, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Hein. Et Nicolas Sarkozy semble même décontracté. Si. Vous avez de la Oui, chance. hein. C'est nu. Hein. Il fait c'est nu déjà. Et alors, vous le mettez au biberon? Oui, au biberon. Ouais. Il n'a pas peur. Hein. Non, non, il fait les grands sourires. C'est mignon, non? Il fait les grands sourires. Un grand absent pourtant, Jean-Louis Borloo, initiateur de la rénovation urbaine et dont la présence était un temps pressenti, ne paraîtra pas. Nicolas Sarkozy ne manquera pas de lui rendre hommage par 2 fois. Il a été engagé dans notre pays un plan de rénovation urbaine extraordinaire. Ce fut une idée de Jean-Louis Borloo que nous avons mis en œuvre.
Une absence qui n'entamera pas le moral du candidat UMP, qui pour la première fois a affiché son optimisme en concluant son discours. Oui, on va gagner. Vive la France et vive la République. Bonsoir Stéphane Rosès, président de CAP. Alors encore une semaine de campagne qui s'achève, pas n'importe laquelle de cette semaine, qui avait commencé par un sondage qui avait fait date, où on voyait le croisement des courbes entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Une semaine donc une nouvelle fois marquée par ce duel au sommet entre les deux principaux prétendants. Oui, en fait, depuis le début, même lorsque Nicolas Sarkozy n'était pas officiellement candidat, mais disons président-candidat, l'attention des médias, mais qui reflète l'attente des Français, était polarisée par le duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pas seulement parce qu'il y a d'un côté un président sortant et de l'autre celui qui, à l'issue des primaires socialistes, portera les couleurs, ou en tout cas sera soutenu par le premier parti d'opposition, mais parce que dans les périodes d'inquiétude, pour une présidentielle, les Français regardent pas seulement ceux qui amènent des projets, des idées, des programmes, mais également et peut-être d'abord ceux qui vont incarner à l'Élysée ce qui rassemble le pays, là où il doit aller, son destin. Et donc la question de la personnalisation de la campagne prend d'autant plus d'importance dans ces périodes de crise. Quand nous regardons les intentions de vote aujourd'hui, au premier tour, un peu plus d'un Français sur deux va sur ces deux candidats, alors qu'évidemment tous les candidats ont été testés. Donc il y a eu polarisation avec des styles très différents, avec d'un côté François Hollande, ça fait presque 2 ans qu'il est finalement en campagne, Nicolas Sarkozy, tout le monde sait qu'il s'est représenté, et donc toutes ces attentions ont été polarisées sur ces deux-là, avec une interrogation évidemment sur le resserrement, voire le croisement des courbes indiquées par les intentions de vote. Alors on va changer de couleur de campagne dès la semaine prochaine avec l'ouverture mardi de cette campagne officielle et cette nouvelle règle du jeu, stricte égalité des temps de parole sur les médias audiovisuels, et en particulier c'est un vrai casse-tête pour les radios ou les télévisions comme la nôtre particulièrement. Est-ce que cette stricte égalité des temps de parole va pouvoir bénéficier aux challengers cette fois-ci de cette élection? Je pense aux petits candidats, mais je pense également à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore François Bayrou. D'abord, il faut constater que formellement, si c'est un peu contraignant pour les médias, d'un point de vue formel, pour la démocratie, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ça arrive à un moment où les Français sont un peu déçus de la campagne. Donc ça arrive peut-être bien, parce que sans doute qu'un des éléments de la déception, c'est peut-être des attaques personnelles un peu trop percutantes. Or, le fait qu'il y a égalité va obliger chacun, et notamment les deux grands candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, puisqu'ils auront un temps plus limité, d'axer et de concentrer leurs propos sur leur propre cohérence et non pas sur les attaques et les petites phrases, de sorte qu'ils rencontrent beaucoup plus l'attente des Français, car en France, contrairement aux États-Unis, une présidentielle ne retient pas l'attention quant aux candidats sur les attaques ou les petites phrases, mais au contraire sur la cohérence et la capacité de chacun de définir un récit. François Hollande l'a fait au Bourget, Nicolas Sarkozy à Villepinte, a programmé, décliné un projet et un programme. Donc, au-delà de la question technique de l'organisation, c'est sans doute un moment nécessaire pour un nouveau souffle dans la campagne. On en reparlera tout à l'heure avec nos invités. Merci Stéphane de rester avec nous. Jean-Luc Mélenchon, justement, vous en parliez à l'instant, le candidat du Front de gauche a le vent en poupe, on le sait, il est crédité aux environs de 10%, voire plus, dans certaines intentions de vote. Dimanche, c'est place de la Bastille, tout un symbole, qu'il réunira ses supporters dans un meeting qui sera en quelque sorte le point d'orgue de cette première partie de campagne. Un meeting qui se prépare avec beaucoup de minutie au QG de campagne du candidat. On l'appelle l'usine et c'est au Lilas, aux portes de Paris. Un reportage signé Jérôme Rabier. C'est ici, à l'usine en banlieue parisienne, que s'activent les petites mains de la campagne du Front de gauche. Et avant le grand rendez-vous de dimanche, place de la Bastille, c'est le branle-bas de combat pour tout préparer. Ceux-là, ce sont des jeunes qui sont là pour faire des banderoles, des petites pancartes. Ce sont des messages qu'on reçoit de militants, de bénévoles qui viennent de partout. Et nous, on les met en forme. Comme ça, ils les auront dimanche matin pour défiler avec. Toute la journée, des bénévoles pas forcément encore encartés se relaient et beaucoup de nouvelles têtes se présentent. Il fait partie de l'équipe. Et il est là, t'es là depuis combien de temps, toi?
Aujourd'hui, ouais. Je suis arrivé aujourd'hui. Tu vois, c'est tout frais, il vient de s'inscrire et il vient de nous aider. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un enthousiasme de jeunes ou des moins jeunes qui viennent nous donner de leur temps et participer avec nous. À l'image de sa percée dans les sondages et de ses salles de meeting remplies, le Front de gauche attire de plus en plus. Vincent, par exemple, a pris sa carte il y a moins d'un mois au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est le côté responsabilité et volontariste qui me plaît. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main à un moment donné. C'est la première fois que vous vous engagez politiquement? C'est la première fois que je m'engage politiquement, ouais. Avec un grand bonheur. Avec son armée de bénévoles et ses sympathisants de plus en plus nombreux, le Front de gauche compte frapper un grand coup ce dimanche, place de la Bastille, et poursuivre ainsi jusqu'au premier tour la belle dynamique engagée. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui va donc prendre la Bastille dimanche. Un discours que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne Public Sénat et en intégralité, bien sûr, à partir de 17h dimanche. Nous aurons rejoint sur le plateau de Public Sénat Frédéric Dabi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP, à l'origine en particulier de ce fameux sondage qu'on évoquait tout à l'heure avec Stéphane Rosès, qui indiquait pour la première fois un changement, un croisement des courbes. Au premier tour. Au premier tour, bien sûr. En face de vous, Isabelle Vera-Masson, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous vous occupez plus particulièrement de communication politique. Alors, revenons un instant sur le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Finalement, 10 candidats à la présidentielle. Il y en avait 12 en 2007, il y en avait 16 en 2002. Peut-on parler d'une grille de départ, j'allais dire, raisonnable pour cette présidentielle avec 10 candidats possibles? Alors ça dépend ce qu'on attend par raisonnable. En tout cas, tout l'échiquier politique, je dirais, représenté. 10 candidats, c'est le même nombre de candidats qu'en 81. Ouais. Symboliquement, ça fera plaisir au camp de François Hollande. On a toutes les sensibilités politiques. On a, oui, cette version gaulliste humaniste qui n'est pas représentée avec Dominique de Villepin. Mais les candidats qui devaient concourir et qui sont éliminés, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, représentaient peu dans les enquêtes d'intention de vote. 1% pour Dominique de Villepin, 0,5% pour Corinne Lepage. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour Eva Joly. Un petit réservoir de voix relativement limité cependant, mais maintenant la course commence et on est sur une offre relativement limitée depuis ce qui avait été perçu comme des excès en 2007 ou en 2002, où il y avait 16 candidats et on avait interprété l'élimination de Lionel Jospin à l'aune d'un trop-plein de candidats, notamment à gauche, et Stéphane s'en souvient très bien. Bien sûr. Alors un mot peut-être sur Dominique de Villepin. On est quand même très surpris qu'un ancien Premier ministre n'ait pas pu réunir 500 signatures. Oui, d'autant qu'il y a un candidat, je ne veux pas être déplaisant, mais Jacques Cheminade, des Français vont découvrir, s'ils ne s'en rappelaient pas, le profil. Oui, mais Dominique de Villepin a sans doute toujours eu une conception un tout petit peu esthétique et aristocratique de la politique. Dilettantiste, vous voulez dire? Non, je ne dirais pas ça, mais disons une conception de l'épopée, du fond, du contenu, du verbe. Or, c'est une bataille de chiens. Moi, je suis, par exemple, Corinne Lepage n'a pas eu ses signatures à très très peu. Dans les sondages, en termes de crédibilité en matière écologiste, elle était même devant Eva Joly. Elle avait une petite structure. C'est vraiment très très compliqué. Pourquoi? Parce que les maires se sentent beaucoup plus regardés parce qu'ils participent à des structures intercommunales et par ailleurs parce que l'idée de soutenir quelqu'un qui amène une spécificité de projet ou de programme, pour beaucoup, n'est plus véritablement suffisant. Et puis on l'a vu, les grands partis ont voulu avoir le maximum de parrainage aussi pour étouffer, aussi pour étouffer un tout petit peu. Alors Frédéric Dabi le disait, moi je ne pense pas du tout que Lionel Jospin ait été battu en 2002 parce qu'il y avait trop de candidats à gauche, mais parce qu'il avait mené une très mauvaise campagne. Mais c'était un élément d'explication. Frédéric Dabi a raison. Mais voilà, les règles seront sans doute revues parce que Jacques Cheminade soit là et pas Dominique de Villepin ou Corinne Lepage, il y a comme une étrangeté. Alors, Monsieur Dabi, ces quelques pourcentages de voix de Dominique de Villepin vont se reporter où, a priori? Chez Nicolas Sarkozy? Oui et non. Déjà, on est sur un segment électoral numériquement faible. 1%, il y a déjà de la déperdition inhérente à tel ou tel report. Nous, quand nous avons travaillé depuis le 9 janvier dans notre rolling quotidien sur les structures de vote de Dominique de Villepin, il a été un moment à 2,5, 3, puis il est redescendu depuis un mois à 1%.
En gros, il prenait un petit peu à François Bayrou, un petit peu à Nicolas Sarkozy. C'était plutôt du 50-50. Donc a priori rien de très significatif. Ça sera très très peu significatif. Alors parlons un instant également sur ce fameux mode de recueil des parrainages. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Est-ce qu'il faudra changer les règles du jeu en tout cas, les Français le souhaitent. Nous avons réalisé un sondage il y a quelque temps où on voyait que les Français avaient conscience que c'était un moyen de sélection trop dur des candidats à l'élection présidentielle et que ça ne permettait pas le renouvellement du débat démocratique. Quand on a vu les difficultés de Marine Le Pen, alors plus ou moins réelles, mais en tout cas on voit concrètement que ça a gêné sa campagne, ça a cannibaliser la dynamique qu'elle avait connue au mois de janvier. Tout s'est passé comme si on n'entendait plus Marine Le Pen que sur cette question de l'obtention des 500 parrainages. Alors Isabelle Véramasson, c'est Stéphane Rosès qui en parlait tout à l'heure de cette bipolarisation de cette bataille présidentielle, en tout cas ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez qu'elle peut perdurer dès lors qu'une nouvelle campagne va démarrer dès le début de la semaine prochaine ? Oui, je crois que la bipolarisation est structurelle dans notre pays, la Ve République, la manière dont se sont élaborés les combats politiques jusqu'à maintenant. C'est même presque étonnant qu'il y ait autant de candidats. Alors ça correspond à notre côté, comment dire, fondeur, comme on dit en ce moment. Probablement, mais c'est un peu excessif également. Je pense qu'il faudra faire attention avec la nouvelle réglementation de ne pas multiplier les candidats. Ça fait du tort à la vie politique, ça fait du tort à la campagne, et puis finalement personne ne s'y retrouve réellement. Donc il faut trouver une solution médiane. Donc je pense que la bipolarisation est structurelle, je pense qu'elle correspond aussi à notre envie de voir des histoires, de voir des combats, de voir des gens s'affronter. C'est même un problème pour les médias, puisque ils savent très bien que s'ils font autre chose que les grands candidats, ils n'ont pas d'audience. Mais nous qui avons étudié la campagne électorale en 2007 et qui nous l'étudions en ce moment en 2010, les Français réclament aussi les petits candidats, c'est-à-dire qu'ils ne les regardent pas quand ils passent à la télé, mais ils veulent qu'ils soient présents dans la campagne électorale. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire que la bipolarisation est naturelle, elle est évidente, et en même temps, il faut que les petits candidats soient dans cet espace pour dire autre chose. Alors, ils auront beaucoup plus d'espace à partir de la semaine prochaine, pour parler en particulier dans les médias. Voir, je ne sais pas. La règle fait qu'ils doivent avoir autant d'espace, et à la fois en temps de parole et en égalité de traitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce qu'on faisait quand même à une époque, les mettre dans la nuit et dans les émissions que personne ne regarde. Ce n'est plus possible. Ce qui est juste, encore une fois, pourquoi accepter que des candidats soient là et ensuite ne pas leur donner la parole, ça serait un peu scandaleux et humiliant. Donc on voit bien que c'est juste sur le plan de l'humanité, un peu choquant sur le plan de la démocratie. Et moi, je trouve ça absolument incroyable que Jacques Cheminal ait autant de temps de parole qu'Hollande ou que même Mélenchon. La règle est la règle. Hein. Et la règle est la règle. Et la règle implique donc que le temps de parole aille, l'égalité aille avec l'équité, ce qui est là, c'est évident. Donc, quelle sera l'attitude des médias? Est-ce qu'ils vont donner autant de parole à Jacques Cheminade qu'à François Hollande, ou aussi peu de parole? C'est-à-dire, et du coup, la campagne électorale serait, d'une certaine manière, un peu disparaîtrait. Frédéric Derby, à qui peut profiter cette nouvelle règle du jeu? Alors déjà, d'un point de vue électoral, il y a toujours un risque, c'est que cette égalité, cette équité du temps de parole, cette plus grande place laissée aux petits candidats, érode le socle des principaux candidats ou des principaux favoris. Tout le monde a en tête l'exemple emblématique d'Olivier Besancenot, inconnu en décembre 2001, qui commence les enquêtes d'intention de vote autour de 1 et qu'avec la campagne officielle explose au point qu'il dépasse le 21 avril 2002 Alain Madelin, Robert Rue, pour citer des figures politiques connues. Il y a un risque d'érosion des grands socles électoraux des principaux candidats. Je rejoins cependant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a une très forte bipolarisation. On est dans une élection qui est une élection mettant en prise un candidat remettant son mandat en jeu et un autre aspirant à l'alternance dans un contexte où c'est malheur aux vaincus. Si le PS perd pour la 4e fois de suite l'élection présidentielle, on peut dire qu'il n'existera plus ou il connaîtra une crise extrêmement profonde, et l'UMP, qui a tout perdu ou presque depuis 2007, y compris le Sénat, nous y sommes, n'a pas le choix que de gagner. Donc cette dramatisation de l'élection fait que le vote utile va être sans doute fort. Stéphane Rosès, est-ce que vous sentez dans cette élection 2012 un petit parfum de cette élection de 81 qu'on évoquait tout à l'heure? Les contextes sont quand même très différents.
Et en 81, c'est vraiment idéologie contre idéologie. C'est ça qui est très frappant. Tout est très très clivé. Là, regardez le débat, le fond du débat. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, on utilise les mêmes termes. La République, la nation, la France. Sauf que le contenu est évidemment radicalement différent. Donc vous voyez qu'idéologiquement, les enjeux, les fondamentaux du pays ont tout à fait changé. Finalement, la question ultime pour les Français sera est-ce qu'il y a une possibilité pour notre vieux pays de conserver son modèle social et républicain dans le monde tel qu'il est, pourvu de l'aménager ou pas. Et là-dedans, chacun va donner sa réponse. En un mot, l'imaginaire du pays oblige les candidats à venir dans un mouchoir de poche quant aux réponses. Ensuite, c'est affaire de style, c'est affaire de rapport avec les Français et de cohérence prêtée aux uns et aux autres. Isabelle Vera-Masson. Alors, je pense qu'il y a tout de même des points communs entre cette année 2012 et puis 1981, ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement l'enjeu sur l'alternance qui est extrêmement importante et de la même nature qu'en 81. En revanche, vous avez tout à fait raison de dire que l'enjeu idéologique est en tous les cas apparemment très différent, parce que finalement on a vu que les différences n'étaient pas si nettes une fois que Mitterrand était au pouvoir, et on le sait. Donc ça va. En revanche, on compense ce manque d'enjeu par une sorte de violence verbale, dans le ton, dans la manière de s'affirmer. On le compense par une espèce d'exacerbation de l'identité des individus. Jamais on s'est autant vendu comme personne. Sa virilité, sa capacité de décision. Je veux dire, c'est extraordinairement... Alors, on a vu ça déjà en 2007, mais on l'a théorisé, on y a réfléchi. Et on compense la disparition, enfin, relative, hein, je crois qu'il faut remettre un peu d'idéologie tout de même, des discours par une espèce d'échange de muscles comme ça et de coups de poing tout à fait un peu décevant. Je crois que les Français n'aiment pas ça. Mais sur l'idéologie, on retrouve par exemple un candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui a un discours extrêmement idéologique. Oui, j'allais le dire, le point commun aussi entre 2012 et 1981, c'est que dans les enquêtes d'opinion, on trouve un candidat soutenu par le parti communiste qui obtient un score à 2 chiffres. C'était pas arrivé depuis 1980. C'était pas les mêmes niveaux, bien sûr, mais il y a une vraie dynamique, Jean-Luc Mélenchon, qui s'opère, il faut le dire, en termes de vases communicants au détriment du candidat Hollande, notamment sur 2 catégories, les jeunes et les catégories populaires. Et Marine Le Pen, parallèlement, recule dans les catégories populaires. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui apporte de l'idéologie, de la rupture, aussi de la violence verbale. Et c'est vrai que nous avons travaillé il y a quelques semaines sur la perception de la campagne électorale, à rebours des discours médiatiques. Elle intéresse les Français, du fait de cette pression de la crise qui oblige les candidats à ne pas dire n'importe quoi, on a des vrais sujets d'intérêt, mais elle ne suscite pas d'espoir, on ne voit pas de solution. Une fois de plus, la crise, tout se passe comme si cette force de la crise avait amenuisé la capacité presque magique, la croyance magique que le politique peut changer le cours des choses en France, dans cet espace européen et mondial dont parlait Stéphane Rosès. Et puis, il y a cette campagne qui ne plaît pas en termes d'ambiance. Une dernière question pour vous, Stéphane Rosès. Il y a eu un nouveau sondage ce soir, Opinionway, qui donne égalité à 27,5% pour les 2 principaux candidats, Sarkozy-Hollande. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé dans cette phase particulière de cristallisation des intentions de vote? Non, pas de cristallisation, mais chacun est maintenant un tout petit peu calé. François Hollande s'était calé au Bourget. Dans son émission d'hier, il a précisé autour des thématiques du redressement et de la cohérence. Et Nicolas Sarkozy a calé très tardivement sa campagne, avec la condition sine qua non qui était ce qu'il a dit lors de l'émission des paroles et des actes, c'est-à-dire je n'aurais pas dû abaisser la fonction présidentielle à ma personne. Fouquet's, Bolloré, Jean Sarkozy EHPAD, le salon de l'agriculture, et à Villepinte, il a fait l'équivalent de ce qu'a fait François Hollande au Bourget, c'est-à-dire il a construit un récit s'adressant au peuple, non pas tant sur des thématiques très très droitières, mais beaucoup plus au travers de l'Europe sur la question sociale. Donc chacun est maintenant à peu près calé. Merci à tous et merci beaucoup de vos éclairages sur cette campagne passionnante. Un lien formel a été établi entre les fusillades de Toulouse et de Montauban, où, je le rappelle, 2 militaires ont été tués hier par un tueur en scooter. Les 2 enquêtes vont donc être regroupées au parquet de Toulouse. Il semblerait que l'arme du crime ait été la même pour ces 2 affaires. En revanche, le calibre de cette arme est bien sûr identique.
Quand le Sénat se conjugue au pluriel, eh bien c'était le cas aujourd'hui au Palais du Luxembourg où le Sénat français accueillait 16 délégations d'assemblées sœurs venues de toute l'Europe. Un Sénat d'Europe d'un jour où la campagne présidentielle n'était pas absente des préoccupations des élus. Cécile Sixou et Nathalie Guillouard ont pu le constater sur place. Tapis rouge et garde républicaine, en pleine campagne présidentielle, le président du Sénat accueille ses homologues européens. L'échéance électorale française, ils l'aperçoivent sous le prisme de l'Europe. Première grande question pour nos voisins, la pérennité du couple franco-allemand en cas de changement d'exécutif. Après le remplacement de Helmut Schmidt par Helmut Kohl en 82, tout le monde a dit mais comment c'est possible un homme comme François Mitterrand et un homme comme Helmut Kohl, si différents. Et c'était le couple franco-allemand peut-être le plus proche de l'histoire après Adenauer et de Gaulle. Donc, pas de souci. Autre sujet de discussion, les programmes des candidats pour l'Europe. François Hollande propose de son côté de renégocier le traité. Quant à Nicolas Sarkozy, il souhaite remettre en cause les accords de Schengen, une proposition qui inquiète. C'est ce qu'il se dit en campagne électorale. Mais porter sur le devant de la scène ce type d'idée ne fait qu'entretenir les tensions. Cette idée, c'est un véritable pas en arrière. En tout cas, la campagne passionne à l'étranger. Les Britanniques sont vraiment intéressés par les élections françaises. Qui ne pourrait pas l'être? Si vous me demandez qui va gagner, je souhaite que le meilleur gagne. Peu importe le vainqueur, les présidents des assemblées européennes ne fermeront la porte à aucun candidat. Alors, comment le président du Sénat français, cette fois, a-t-il perçu ce ressenti de ses homologues européens sur la campagne en cours? Écoutez la réaction de Jean-Pierre Bel. On ne va pas vraiment parler de la campagne électorale. Je n'avais pas, moi, pour objectif de les attirer sur le terrain de la politique franco-française. Simplement, j'ai noté que tout ce qui était là, tout comme ceux que j'ai pu rencontrer aux États-Unis en début de semaine, trouvent tout à fait naturel, et c'est le moins qu'on puisse faire, que nous soyons face à des échéances démocratiques et que le changement puisse intervenir dans nos pays. Aujourd'hui, c'est la France, demain, ça sera peut-être l'Allemagne, qui, même c'est sûr, hein, qui auront lieu des élections importantes. Voilà le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, et cette dépêche qui nous parvient à l'instant même, Dominique de Villepin, on en parlait tout à l'heure, qui annonce officiellement qu'il ne peut pas se présenter faute des parrainages requis. Bonsoir Tam Tranui. Bonsoir Pierre. On est ravis de vous retrouver. Alors beaucoup d'animation aujourd'hui au Sénat avec cette visite des Sénats étrangers. En revanche, peu d'animation, il ne s'est pas passé grand-chose dans la Haute Assemblée ces derniers jours, et pour cause, hein, c'est la fin de la session parlementaire depuis maintenant plusieurs jours. Seul fait saillant de cette semaine, la levée hier par le bureau du Sénat de l'immunité parlementaire de 2 sénateurs, Jean-Noël Guérini, sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, et Robert Navarro, sénateur apparenté socialiste de l'Hérault, tous deux impliqués dans des affaires financières. Oui, 2 cas qui n'ont rien à voir. Pour ce qui est de Robert Navarro, exclu du PS en 2010, eh bien, le sénateur est visé par une plainte de son ancienne formation portant sur les frais de fonctionnement de la Fédération socialiste de l'Hérault. Bref, une histoire de notes de frais, et le PS avait déjà pris ses distances avec lui. Pour ce qui est de Jean-Noël Guérini, c'est un cas très différent puisqu'il s'agit de l'homme fort du Parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône, et lui, eh bien, il est mis en examen pour association de malfaiteurs, un chef d'accusation plus grave. Dans son cas, la levée de l'immunité parlementaire permet au juge de le placer en garde à vue, et ça lui permet également de le forcer de répondre aux convocations. Il faut dire que Jean-Noël Guérini avait tout d'abord refusé de répondre aux questions du juge. Eh bien, depuis la demande de levée de l'immunité parlementaire, eh bien, le sénateur s'est ravisé et il a répondu aux convocations. Ça ne change donc pas tant de choses que cela. Alors reste quand même que ces affaires impactent d'une certaine manière la campagne socialiste. Alors comment ont réagi les responsables socialistes à cette levée d'immunité? Ce sont des cas plus qu'embarrassants pour François Hollande, qui a été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 10 ans et jusqu'en 2008. En plus, dans un contexte où à droite comme à gauche, on réclame des institutions irréprochables. Eh bien, en tout cas, hier, à la tête du PS, eh bien, on a applaudi cette décision, que ce soit François Hollande, qui a déclaré qu'il voulait que la justice aille jusqu'au bout, ou bien Martine Aubry, qui a dit que c'était la bonne décision. En revanche, au Sénat, on a été beaucoup plus discret. Très peu de sénateurs acceptent de s'exprimer sur ces affaires qui sont sensibles. Ils préfèrent calmer le jeu. Et bon, en tout cas, un communiqué du bureau du Sénat a rappelé que
le bureau n'avait pas examiné le fond des affaires et que la présomption d'innocence prévaut pour un parlementaire comme il prévaut pour n'importe quel citoyen. Merci beaucoup Tabtranu. Alors c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas dimanche, je vous le disais, votre rendez-vous présidentiel à partir de 17h en direct et en intégralité le discours de Jean-Luc Mélenchon qui l'espace de quelques heures sera à la Bastille. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Très bon week-end à tous. Merci.